Madame le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires perpétuels, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements aux organisateurs de cette réunion qui me font l'honneur de m'avoir demandé d'introduire ce sujet très vaste sur l'histoire et le développement de One Health. Je suis très sensible à cet honneur, mais je mesure aussi la difficulté de la tâche, car j'ai quelques minutes seulement pour vous résumer ce vaste sujet. Un monde, une seule santé, One Health, c'est vraiment un concept très vaste à l'interface entre l'animal, l'homme et l'environnement. Et si l'on considère simplement l'animal et l'homme, il ne faut pas oublier que la plupart, sinon toutes les grandes crises sanitaires que nous venons de vivre en ces dernières décennies sont toutes d'origine animale. Qu'il s'agisse du sida, depuis le sida jusqu'à la Covid, en passant par le SB, en passant par le SRAS, le MERS, son cousin germain, en passant également par les agents infectieux faussement appelés grippe aviaire, etc. Tout ça, ça a une origine animale. Et de ce point de vue-là, il est bien certain que cette origine oblige à un rapprochement des deux médecines. Sur le plan de l'environnement, j'aurais beaucoup aimé vous parler de la déforestation ou de l'influence de la déforestation sur le développement en Malaisie du virus Nipah. Malheureusement, le temps n'est pas disponible et nous ne pourrons pas le faire. Sur le plan de l'histoire, eh bien, je voudrais citer deux faits. Le premier, c'est l'apparition dans le langage scientifique de one medicine, une seule médecine. C'est Calvin Shaib, un épidémiologiste américain, qui a montré qu'il ne fallait pas dissocier, notamment sur le plan infectieux, la médecine humaine de la médecine animale. 20 ans après est apparu One Health, c'est-à-dire un monde, une seule santé. C'est encore une société américaine qui a publié ce qui fait actuellement un sujet mondial. Et de ce point de vue, la lutte contre les pandémies nécessite un rapprochement indispensable entre la médecine de l'homme et la médecine animale. Ce rapprochement, il est difficile à opérer dans certains pays, notamment le nôtre, là où les deux médecines sont cloisonnées. En France, notamment, et c'est le développement actuel, ou tout du moins les essais de développement, nous assistons à deux médecines dont les tutelles sont totalement différentes. La médecine de l'homme, c'est la santé avec l'enseignement supérieur pour la formation, c'est l'INSERM et le CNRS pour la recherche. La médecine animale, c'est l'INRA, l'Institut national de la recherche économique, auquel on ajoute maintenant le de l'environnement. Mais comme vous le constatez, il n'est pas du tout question dans ce titre de la recherche d'animaux ni de médecine vétérinaire. Donc, isolement et qui équivaut à un véritable cloisonnement qu'il faut lutter pour absolument dissocier, faire en sorte que ces deux médecines se rapprochent. Elles doivent se rapprocher en matière de formation et en matière de recherche. En matière de formation, il est possible de s'étonner que la situation actuelle qui concerne nos étudiants vétérinaires les oblige à passer un concours et qui se rapproche des écoles agronomiques. Alors que toutes les sciences de base, biochimie, bactériologie, virologie, génétique, etc., immunologie, sont communes aux deux médecines, eh bien, on oblige les étudiants vétérinaires à se rapprocher des écoles agronomiques. C'est tout à fait anachronique de nos jours.
En ce qui concerne la formation également, à l'issue de chacune de nos études spécifiques, il serait souhaitable d'avoir des masters ou un diplôme quelconque qui réunissent dans le domaine de la santé publique les spécialistes de la médecine de l'homme et ceux de la médecine animale, si l'on veut lutter, encore une fois, à l'avenir, mieux lutter contre les épidémies. Eh bien, ça n'existe pas ou très peu. Ça n'existe que dans certaines régions, organisées sur le plan régional ou sur le plan amical, mais il n'y a rien, ou pratiquement rien, sur le plan national. En ce qui concerne la recherche, je vous l'ai dit, INSERM d'un côté, je schématise à l'extrême, bien entendu, INRA de l'autre, avec quelques passerelles qui, là aussi, sont d'origine régionale ou d'origine amicale, mais il faut tout de même noter avant tout cette espèce de cloisonnement tout à fait regrettable. Donc il est tout à fait important d'arriver à séparer, à rapprocher ces deux médecines et à supprimer cet isolement. Et qui aboutit à des erreurs, des errements tout à fait regrettables. Souvenons-nous ce qui s'est passé il y a 2 ans, lorsque les laboratoires vétérinaires, croyant bien faire, ont mis à disposition du ministère de la Santé leur matériel de PCR. Il y a eu des discussions, il y a eu des interrogations, il y a eu un délai certain d'acceptation, et même une agence régionale de la santé a exigé des audits de tous les laboratoires vétérinaires de sa région. J'espère simplement qu'il s'agit d'une méconnaissance du problème, mais c'est tout de même une anecdote qu'il faut retenir. Donc, il y a une méconnaissance, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les deux médecines qu'il faut absolument mettre fin, auxquelles il faut absolument mettre fin. Il y a eu des essais de fait. En 2008, s'est tenu à Sharm el-Sheikh, au moment d'une conférence interministérielle et internationale sur la grippe, la publication par les grands organismes internationaux, qui sont l'OMS, la FAO, l'OIE, qui s'appelle maintenant Organisation mondiale de la santé animale, la Banque mondiale, un texte très fort indiquant qu'il fallait absolument, si l'on veut lutter là contre, rapprocher les deux médecines, car si l'on laisse se développer des pandémies, eh bien, c'est trop tard. On a beau faire tous les efforts possibles, on l'a vu avec le Covid, rien ne se passe de concret. Voilà, donc, on pouvait s'attendre à partir de 2008 à ce qu'il y ait un progrès de fait, des significations, des évolutions significatives. Mais il y en a eu très peu. Même 2 ans après, en 2010, avec une loi qui a confirmé derrière en 2013, plutôt que d'avoir un décloisonnement, il y a eu un cloisonnement en matière de biologie médicale. Je n'ai pas le temps de vous le développer, mais c'est tout de même regrettable que 2 ans après l'avertissement des grandes organisations internationales, on en soit arrivé là. Donc, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose, et c'est la raison pour laquelle 4 académies, par ordre alphabétique, la médecine, la pharmacie, les sciences et les vétérinaires, se sont réunies et ont souhaité, ont considéré que rien ne se passerait tant qu'il n'y ait pas une volonté politique exprimée au plus haut niveau pour que ça bouge. Et c'est la raison pour laquelle les 4 académies ont écrit au président de la République, au Premier ministre, en le sollicitant et en indiquant que la nécessité pour eux de prendre position.
Le président de la République et le Premier ministre ont répondu et ils ont fait suivre le courrier au ministre de la Santé. Bien entendu, est arrivée ensuite la période électorale. Des contacts avaient été pris avant, mais il est clair que cette période électorale n'est pas très favorable à la réalisation des faits. C'est la raison pour laquelle nous reprendrons dès que possible ces actions collectives auprès des autorités politiques et administratives de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire en un temps. Je crois avoir, Madame la Présidente, respecté les 10 minutes qui m'étaient accordées. Et voilà ce que je pouvais vous dire en résumant ce grand concept One Health. Et nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à la journée traitant de l'un de ces sujets de One Health, et qui est celui de l'antibiorésistance. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Peut-être que vous pouvez rester au podium et qu'on peut vous faire quelques commentaires ou quelques petites questions. Moi, j'en ai un de commentaire. Bon, vous avez parlé de ce courrier qu'on a adressé ensemble au président de la République, au ministre. Bon, d'accord. Donc ça concernait la réunion possible de au moins certains cycles pour la médecine humaine, la médecine vétérinaire. En ce qui concerne la recherche, vous dites qu'il y a pratiquement rien qui se passe, ou en tout cas qu'il y a des grandes séparations. Moi, je voudrais dire qu'à l'INRA, il y a quand même eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, par exemple, pour l'analyse du microbiote humain. Et il ne faut pas du tout oublier tous les efforts qui sont faits de ce côté-là. Non, franchement, vraiment, je trouve que... Voilà, je vois que vous allez faire des commentaires. Non, je ne sais pas qui représente l'INRA ici, mais je trouve que, quelque part, il y a quand même eu beaucoup de rapprochements de ce côté-là. J'ai dit simplement, souvenez-vous, que je parlais d'une manière schématique. Bon. Et je ne pouvais pas faire mieux dans le temps qui m'était donné. Ceci étant, force est de le constater, puisque j'ai bien connu cette époque où nous demandions des crédits aux uns et aux autres, que l'INRA était quand même cantonné à un certain nombre d'activités. Et il y avait certes, c'était notre seule ressource d'argent pour la recherche. Donc, il est clair que ce que vous dites est vrai, indiscutablement, mais c'est très peu par rapport à ce qui pourrait être fait. C'est très peu. Le microbiote est une question très importante, et vous l'avez bien montré, et il n'y a pas de problème à ce sujet-là, mais c'est même très peu pour les maladies infectieuses. Merci. Autre commentaire. Oui, monsieur. Oui, je me dois un commentaire. Vous êtes reçu ici à l'Académie d'agriculture. On a notamment en 1872 accueilli Pasteur, dont vous avez la stèle au bas de notre escalier. Bon, c'était pour vous dire que pourquoi on ne s'était pas associé à cette demande. Bon, en tant qu'Académie d'agriculture, on a défendu One Health, et le One Health avec l'environnement, et que ce serait aussi un enfermement que les médecins, comme les vétérinaires, n'aient pas une connaissance aussi de leur environnement, parce que ce soit la pollution de l'air, de l'eau, des sols. Aujourd'hui, il y a quand même une remontée de ce que c'est aussi ce microbiote des sols. Et Pasteur, à l'époque, et mon confrère président, avec qui on avait organisé, avec l'Académie d'agriculture et des sciences agraires d'Ukraine, le 15 mars dernier, avec comme thème, justement, comment un savant ukrainien a rejoint Pasteur pour, à l'époque, avec Contrevert, créer une station des sols. Et c'est lui qui, en plus, a découvert le rhizobium, qui est auprès des plantes légumineuses, le capteur de l'azote. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je crois que enfermement, non. Ouverture, oui. Et c'est pour ça que l'Académie d'agriculture est là pleinement dans One Health. Eh bien, écoutez, on ne peut que s'en réjouir. Voilà, Constant Lecoeur, je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture. Ceux qui ne me connaîtraient pas.
On ne peut que s'en réjouir. Et d'ailleurs, vous allez fêter au mois de décembre, dans le cadre du bicentenaire des événements pour Pasteur, vous allez organiser une journée justement plutôt orientée vers la microbiologie des sols, si j'ai bien compris. Merci. Bon, bah, merci beaucoup, Monsieur Pilet.